On ne peut pas avoir juste une vision financière de l'entreprise, on doit aussi avoir, c'est un de mes messages, avoir une vision, des messages et avoir le courage d'amener sa vision dans le débat public. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. C'est un point de vue fort qu'on ressent à la lecture de votre livre, c'est que ce marketing de la peur, c'est pas vraiment les marques qui l'utilisent, c'est justement d'autres, des médias en particulier, des ONG. En fait, les marques, elles le fuient plutôt, ce marketing de la peur. Et au fond, c'est un outil qui est utilisé par les acteurs, donc ONG et autres, pour obliger les marques à se préoccuper de sujets de société. Et c'est un peu le thème de l'ouvrage, c'est d'expliquer aux marques et aux marketeurs qu'il y a un certain nombre de sujets de société sur lesquels elles sont attendues. Et finalement, si elles ne rentrent pas dans ces sujets, si elles ont tendance à trop vouloir les éviter, ou leur interprofession de façon générale, leur métier veut éviter ces sujets, finalement, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont activer ce marketing de la peur pour obliger les entreprises, finalement, à plonger dans ce bain des sujets de société. Vous faites un grand appel au courage. Finalement, la stratégie de l'autruche, c'est un suicide marketing pour ces marques aujourd'hui. Si je prends l'exemple de beaucoup de sujets que l'on traite au sein de l'agence, c'est tout simplement l'observation, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de l'industrie des pesticides qui a vécu pendant des années en se disant vivons heureux, vivons cachés et faisons bien notre métier et on nous laissera tranquille. Ils se sont rendus compte que finalement le débat de société est arrivé, mais il y a eu d'autres exemples de marques, voilà un exemple fameux sur le web qui est Nestlé avec l'huile de palme et le KitKat, où finalement Nestlé n'a pas voulu rentrer dans ce débat sociétal et finalement Greenpeace l'a rattrapé et l'a attaqué de façon très frontale et violente sur sa marque. Donc on voit quand il y a des sujets qui à un moment ou un autre vont être des sujets de société, alors soit on arrive à les traiter en amont finalement et à faire que ça ne soit plus des sujets de société, mais tant que le sujet n'est pas résolu, n'est pas traité, en général, il faut effectivement faire preuve de courage. Mais ça peut se faire de façon collective, ça peut être aussi une interprofession, un syndicat professionnel qui prend le sujet. Ce n'est pas obligatoirement la marque qui s'expose, parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à exposer sa marque commerciale sur des sujets sensibles, mais en tout cas, on n'échappe pas, ou assez rarement, à ces débats de société. Il y a une notion qui apparaît énormément, très contemporaine, du zéro risque. Ah, le zéro risque, il est concomitant avec le marketing de la peur. Oui, c'est une utopie qui, comme je dis, c'est une utopie qui fait tourner le monde. Mais là aussi, par rapport à cette notion de courage, il va falloir que nos sociétés apprennent à vivre avec les risques. On peut trouver, et aujourd'hui il n'y a aucune activité qui présente zéro risque, et en fait le paradoxe c'est même que plus on avance dans la connaissance scientifique et plus on identifie des risques. Donc c'est pas que le monde devient de plus en plus risqué, mais c'est simplement nos connaissances mettent sur la place publique de plus en plus de risques, de plus en plus de débats autour de ces risques. Et il y a un moment, on ne pourra pas vivre avec cette utopie de dire dès qu'on découvre l'existence d'un danger, on va le supprimer. Non, il y a un moment, il va falloir faire des arbitrages, il va falloir choisir, parce que parfois les enjeux sont colossaux. Un débat par exemple qui est très fréquent, qui est ce que l'on appelle les retardateurs de flamme. Donc ce sont des produits chimiques qu'on peut retrouver dans l'environnement et qui peuvent avoir effectivement des effets sur l'environnement ou sur la santé. Mais les retardateurs de flamme, c'est ce qu'il y a dans tous les tissus, des chaises sur lesquelles on est assis, dans les moquettes, dans tous les textiles, et ce qui évite que dès qu'un mégot tombe sur la moquette, l'immeuble prenne feu instantanément. Donc on voit bien le type d'arbitrage que notre société va devoir faire, c'est que oui, effectivement, quand on retrouve ces substances dans l'environnement, elles peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement et donc il faut tout faire pour qu'on ne les retrouve pas ou trouver des substances de substitution. Mais en tout cas, on ne peut pas, comme on entend parfois des discours simples, dire qu'il faut se passer des retardateurs de flamme parce que là, la catastrophe, elle est également évidente. L'environnement digital par rapport à cette peur, je pense, l'écrit est fondamental. La place du visuel et de la photo, est-ce que vous avez étudié par exemple Instagram, qui est le média social qui expose aujourd'hui, qui n'est que visuel? Est-ce qu'il a son rôle à jouer dans ce marketing de la peur? Oui, mais les médias sociaux et le visuel de façon très large, mais ce qui est assez incroyable, c'est que les scientifiques eux-mêmes utilisent aujourd'hui ces systèmes. Il y a eu un exemple très célèbre qui est l'étude de Seralini sur les OGM, où on a tous vu ces souris avec d'énormes tumeurs qui étaient présentées dans les médias, qui évidemment se répandaient sur les réseaux sociaux, et on voyait les tumeurs provoquées par les OGM. Or, la réalité, c'est qu'il y a des tumeurs chez les souris qui n'ont pas consommé d'OGM. Simplement, a priori, il y en aurait de façon un peu plus fréquente. Mais on voit bien que tout d'un coup, même les scientifiques eux-mêmes ont compris cet intérêt des réseaux sociaux. Et finalement,
il y a des images chocs qui provoquent une émotion qui est légitime. Et si on revient sur les événements de Charlie Hebdo, l'émotion, elle est aussi liée au fait qu'on a tous été en prise directe avec les images dès le départ de ces événements dramatiques. Donc finalement, ils étaient de toute façon proches sur le plan géographique, mais ils l'étaient pour tout le monde, finalement, le monde entier avait une proximité immédiate puisque chacun avait accès aux images en temps réel. Et ça, c'est quelque chose de très très fort aujourd'hui. On a l'habitude de penser plus worst practice dans votre univers que best practice. Quelle est pour vous la marque qui a pleinement compris cette ère du marketing de la peur? Alors, je vais parler d'un de mes clients, pas pour lui faire de la publicité, mais je trouve qu'un McDonald's a fait un travail colossal sur le sujet pour deux raisons très simples. D'abord, c'est une marque très importante, donc évidemment la place de la communication et du marketing est très importante par rapport à ses consommateurs, mais aussi parce qu'elle a été très attaquée à une époque. Et en fait, il y a eu la prise de conscience d'un patron, Jean-Pierre Petit, de se dire « je ne peux pas rester refermé sur moi-même, je dois dialoguer avec toutes les parties prenantes sur l'ensemble des impacts de mon activité sur la société, que ça soit l'environnement, que ça soit le social, que ça soit l'alimentation et la qualité de mes produits et la nutrition. » Donc il a pris l'ensemble de ces sujets et il est allé au contact, il a mis en place des actions et l'ensemble des équipes sont convaincus. Et ça, pour moi, c'est une bonne pratique. C'est-à-dire, il y a des moyens de communication, il y a une ouverture, il y a du dialogue et il y a le fait qu'on traite l'ensemble des sujets sans tabou et on va surtout, même si on n'est pas forcément, même si on est parfois challengé, on est parfois attaqué. Mais il y a ce travail depuis des années dans la durée et finalement ça porte ses fruits. Et un exemple que je cite dans le livre qui, moi, m'a vraiment frappé, c'est quand il y a eu le Horsegate, le scandale de la viande de cheval dans la viande hachée. McDonald's, qui est quand même le premier vendeur de viande hachée en France, n'a pas été appelé par les journalistes, quasiment pas. De mémoire, il y a eu 2 appels. Parce que pour tout le monde, c'était inconcevable que ça se passe chez McDo. Vous parlez de Big Data aussi, dans le marketing de la peur. Big Data, ça rassure ou au contraire, ça augmente le stress? Le Big Data, c'est ce qui va nous permettre de mesurer des choses infinitésimales. Donc par rapport à cette question du risque, on voit bien, on a un certain nombre d'acteurs et les scientifiques eux-mêmes collectent de plus en plus de données et on va arriver à des niveaux d'identification de risque extrêmement faibles. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est-à-dire que le citoyen, l'individu, il pense le risque de façon binaire. Il dit toujours, est-ce qu'il y a un risque ou pas, oui ou non. Or, en fait, le scientifique, il mesure un risque ou une augmentation de risque. Or, aujourd'hui, avec le big data, on est capable d'identifier des choses très très petites. Donc, on va vous dire, oui, il y a un risque, mais finalement, je vous donne un exemple, si on prend un cancer très rare qui touche une personne sur 1 million, si vous augmentez de 50% le risque, ça fait quand même 1,5 personnes sur 1 million. Donc, c'est pas beaucoup. Mais ça, voilà, le citoyen, il n'a pas fait d'épidémiologie, ce ne sont pas des choses intuitives, et donc il va falloir expliquer ce genre de choses. C'est big data et paranoïa, du coup. Oui, parce qu'il y a un moment, on ne va plus arriver à vivre. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez chaque objet, vos vêtements, vos aliments, tout ce qui vous entoure, en vous disant tout ça est extrêmement risqué, je suis en train de m'empoisonner, là on va devenir fou, oui.